Bienvenue à la chronique politique spéciale de ce vendredi avec Agapit Napoléon Maforikan. Bonjour. Bonjour, j'écris Panthéon Lali. Voilà. Et bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Justement. Avec vous, on va parler du décès de Jacques Chirac. Nous verrons un peu vos positions par rapport à ces différents avis qu'il avait émis justement à l'époque. Mais on sait qu'avant Jacques Chirac, il y a eu le décès par exemple de Robert Mugabe ici en Afrique. Vous n'aviez pas fait de chronique à ce sujet. Pourquoi vous intéressez-vous à Jacques Chirac? Alors, disons que le décès du président Mugabe c'était le décès d'un dinosaure également, d'un monument africain qui aurait peut-être pu mériter une chronique. Bon, disons que si je devais faire une chronique à l'époque, ça aurait pu peut-être choquer certains parce que, disons que la position d'un Mugabe, les gens l'ont connu comme le dictateur qui a fini un peu en sénile, mais ce fut un homme de combat, un homme qui a lutté pour l'indépendance de son pays. Mais ici, la position sur Jacques Chirac, c'est pas la même chose. Jacques Chirac, Robert Mugabe, c'est le contexte de la libération de l'Afrique, de l'indépendance, de la lutte contre l'occupant colonial et après le combat pour les terres. Ça, c'est circonscrit à un endroit un peu du pays, et du Zimbabwe, de la région. Nous n'avons pas ce problème réellement en Afrique de l'Ouest. Nous sommes une télévision ici locale, même si on est sur satellite. L'envergure, la sphère, les cibles ne sont pas aussi larges a priori pour qu'on puisse créer nos apaisantis sur la logique donc des questions de la terre, de l'occupation et autres. Même si lorsqu'on parle de Jacques Chirac, mais on parle de près de 50 années d'une relation particulière avec l'Afrique. Et par ce monsieur, on peut le dire, ce monsieur, cette haute personnalité française, cette figure historique mondiale qui, peu ou prou, ne laisse personne indifférent. D'ailleurs, depuis l'annonce de son décès, tout le monde l'a vu, la pléiade de réactions du Front National, donc de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Vous voyez qu'il laisse personne indifférent, tout simplement parce que chaque prise de position de Jacques Chirac est toute une histoire. Chaque prise de position de Jacques Chirac fut toute une page de la vision française sur l'Afrique, des visions françaises sur l'Afrique, de la lecture de la France, de ce que fut le gaullisme et l'après-gaullisme, de ce que fut de l'indépendance et l'après-indépendance, de ce qu'est le France CFA, c'est de créer la France-Afrique. C'est toutes les relations entre l'Afrique, les pays africains au sud du Sahara et les francophones notamment, et la métropole française, c'est là, et Jacques Chirac fut le dépositaire, pratiquement l'un des derniers, mais le plus historique, parce qu'il a duré sur la chaîne, le dépositaire de ce moment, tout simplement parce qu'il a été vraiment au devant de la scène, 2 fois Premier ministre, 2 fois président de la République, 12 ans au pouvoir en tant que président de la République française. C'est François Mitterrand qui a fait mieux. Donc, il a fait la cohabitation avec François Mitterrand. On les a vus sur le terrain africain en 86-88. Jacques Chirac, c'est un monument. C'est vrai, on ne peut pas comparer les deux. Mais plus proche de nous, c'est Mitterrand. C'est Chirac. Alors, le titre de votre chronique aujourd'hui, si on va être beaucoup plus exhaustif, c'est Chirac et la démocratie en Afrique, ou le droit d'avoir raison trop tôt. Alors, en abrégé, bien sûr, Chirac a eu raison trop tôt, comme c'est affiché à l'écran. Mais on sait qu'avec Chirac, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des concepts assez novateurs et même historiques. La France-Afrique, par exemple, qui prête lieu à plusieurs polémiques. Mais Chirac a eu raison sur quel plan? Très exactement. Chirac n'est pas l'inventeur de la France-Afrique. Chirac est un héritier. C'est un héritier. La France-Afrique, comme on le dit un peu, je ne suis pas totalement partisan de cette formule. J'ai rien contre les relations. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Charles de Gaulle, son parrain, son mentor par ailleurs. Donc du coup, moi je n'ai pas un problème avec la France-Afrique. Si la France a ses intérêts en Afrique, c'est à nous de chercher nos intérêts avec la France. Moi je connais pas d'âme sur cette question. Cela dit, oui, Jacques Chirac, justement dans ses envolées lyriques, c'est quelqu'un de sympathique, mais qui met toute sa passion, toute sa stature
Et quand il veut dire, il le dit totalement. Autant il le dira en soutenant des dictateurs africains, autant il le dira en n'ayant pas trop un certain Gbagbo dans son escarcelle, dans son précaré, et donc pour faire n'importe quoi pour empêcher Gbagbo de rester au pouvoir. Donc voilà un peu ce que fait Jacques Chirac. Alors en 90, alors que le vent de la démocratie soufflait, c'était on a parlé du printemps hier. Oui, bien sûr. Au Bénin. Enfin, si vous voulez, c'est le printemps de la démocratie. On revient au printemps. Bien sûr. Alors, donc, Jacques Chirac, en Côte d'Ivoire, quand on disait pays de la paix, pays de président Houphouët-Boigny, pays du sage, les jeunes aussi ont commencé à réagir. Un pays qui était tranquille jusque là. Mais quand le vent souffle d'un côté, alors Laurent Gbagbo et son Front populaire ivoirien, et avec des jeunes étudiants universitaires, des trucs, ont commencé par réagir. Donc, le pouvoir de Houphouët avait commencé par être menacé, par être menacé. Or, Houphouët-Boigny, ce fut l'allié indéfectible de la France dans toutes les étapes de l'évolution, avant l'indépendance, après l'indépendance, dans la lutte contre l'apartheid. Houphouët-Boigny était là pour la France. Oui. Jacques Chirac est venu à sa rescousse, on peut le dire, on peut le contester, mais ce coup d'un voyage en France, à Abidjan, qui déclarait que la démocratie était un luxe que les Africains ne sauraient se payer. En réalité, il faut bien qu'on ça a été perçu comme une injure. Il faut qu'on reprenne le son pour lui prêter mot et mot. Parce que globalement, et mieux appréhender l'esprit depuis là, tout le monde est resté dans l'esprit. Alors dans l'esprit, oui, pour Jacques Chirac, les Africains n'étaient pas encore vraiment mûrs pour la démocratie. Alors, vu ainsi, ce fut choquant. Oui. Parce qu'on estimait que le colon revient avec ses belles formules. Il veut nous dicter sa manière de voir. Oui. Il veut soutenir son ami Houphouët et il injurie toute l'intelligence africaine. Alors donc, voilà un peu comment ça fut perçu en 90-91. Mais dans la réalité, lorsque vous avez fini d'être émotif, il est toujours indiqué de faire appel à la raison et se demander, mais dans l'absolu, les Africains étaient-ils vraiment mûrs pour embrasser cette démocratie dont parlaient les Rocard en 90, dont parlaient les Mitterrand à la Baule? Est-ce que cette démocratie française qui a été, ou occidentale, qui a été façonnée progressivement, au fil des temps, en France, des révolutions, des empires, de la prise de Bastille, de plusieurs déclarations, de tel code ou de tel code, est-ce qu'il suffit-il d'un sommet pour que cette démocratie s'installe? Voilà un peu comment la question se pose. Est-ce qu'il s'agit d'une incantation pour que se mette en place le dispositif d'une démocratie avec ses contraintes, avec ses exigences, avec ses réalités? C'est là la question. Et lorsque on entre un peu plus dans le sujet, mais on se rend compte, et les Africains, les pays africains se sont rendus compte très tôt qu'il ne s'agit pas de crier démocratie, développement, démocratie, développement, démocratie, développement, pour que ça se... D'ailleurs, tous les États en 90 qui se sont lancés dans ce processus. Regardez autour de nous, le Niger, le Bénin c'était un exemple. Il y avait eu le Congo, il y avait le Gabon, il y avait le Zaïre de l'époque. Tous ces pays-là ont fait la conférence nationale. Il y a eu le Togo. Oui. Mais quand vous regardez combien de pays ont perpétué cet héritage, pas évident, parce qu'il y a tellement de contraintes. Je prends le Bénin, qui passe comme l'exemple le plus, peut-être le meilleur exemple possible, et qui fut le premier à organiser cette conférence nationale, au moment où ce n'était pas encore connu, au moment donc le Bénin l'a expérimenté. Quand vous regardez, à quelle élection toutes se passent, d'abord pour organiser des élections, il fallait demander l'aide extérieure. Comment tu fais que vous avez besoin de l'extérieur pour vous assumer? Un peuple, quand vous êtes indépendant, vous avez besoin encore de vos parents pour exister. Si vous êtes toujours besoin de vos parents pour exister, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas encore vous-même. Vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. Parce qu'ils doivent quand ils vont vous dire, comme ça, vous ne pouvez pas dire, alors je suis libre. Si vous êtes libre, assumez-vous. Mais si on n'est pas en mesure d'aller aux élections avec nos moyens, si on est obligé de quémander, est-ce qu'on est mûr? Ensuite, les concepts. Regardez, dans les mêmes conditions, lorsque l'Assemblée nationale française vote une loi,
que ce soit pour l'homophobie, que ce soit pour, je sais pas, contre l'avortement, ou pour l'avortement en 74, que ce soit l'histoire de mariage gay, on estime que c'est la loi d'État. Les gens ont beau manifester, ça fonctionne, ça crée pas de grande polémique. Si en Afrique, vous votez, on va dire que c'est des majorités mécaniques. Que le président français, issu au thème d'une élection, comme Hollande a pu l'expérimenter en 2012, comme Sarkozy en 2007, comme Chirac lui-même en 2002. Lorsque vous avez une majorité au Parlement et vous dégagez le Premier ministre, et même le Sénat est avec vous, on ne parle pas de majorité mécanique en France. Lorsque les décisions sont prises, personne ne les remet en cause. On peut les contester. Mais on ne dit pas que c'est un type démocratique, c'est majorité mécanique, c'est même pas sur le pouvoir. Personne ne le dit. Parce que ça entre dans leur culture, dans leur mécanisme, dans leur manière, dans leur juste. Ça fait force de loi. Non, ce n'est pas une affaire de loi. C'est une affaire tellement de naturel. C'est tellement naturel. Aujourd'hui, le mariage gay en France passe normalement. Mais ne me demande pas de mariage polygame. Alors, si on veut rester dans une éthique, dans une vision purement moraliste, qu'est-ce qui ça pose un problème qu'on autorise quand même deux personnes de même sexe à se marier. Et pourtant, ça va tellement de soi parce que c'est voté par l'Assemblée nationale française, c'est voté par peut-être l'autre assemblée en Italie, c'est voté par ci, par là. Donc c'est normal. Quand c'est en Afrique, on va trouver que, non, c'est pas possible. Du coup, lorsqu'on a imposé cette affaire de démocratie de développement, beaucoup de pays se sont... Au Gabon, on s'est laissé aller. Il n'y a pas de souci. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Mais les mêmes parlements, les partis politiques, les partis uniques qui existaient, se sont transformés rapidement en partis dominants. Parce qu'eux, ils maîtrisaient le système, ils avaient l'appareil. Donc, ils se sont transformés en partis dominants. Et donc, ils ont ouvert le jeu. Mais les autres partis qui se sont créés n'avaient pas l'appareil. Donc, quand on va aux élections, c'est le parti dominant qui ramasse 90%, 95%. On dit, non, mais que l'usurpation de pouvoir, et pourtant, c'est les élections. Ensuite, au Parlement, ils sont majoritaires, ils votent des lois. Quand ils votent des lois, et donc, ils votent des lois et ils reviennent voter les révisions de la Constitution. Et donc, on dit, il n'y a pas... Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas d'appliquer une thérapie mécaniquement, de la transposer d'ici à là. J'ai souvent dit que... les contextes et les histoires aussi ne sont pas pareilles. J'ai souvent dit que même en Europe, regardez autour de la France, ils n'ont pas les mêmes démocraties. La Belgique, c'est un royaume. L'Allemagne, c'est la Grande-Bretagne. L'Allemagne, le pouvoir est détenu par le chancelier, le pouvoir exécutif, et dont le mandat est illimité. En Grande-Bretagne, il n'y a même pas de constitution. Et le Premier ministre vous pouvez être Premier ministre français et britannique sans vous présenter vous-même directement aux élections. Parce que c'est un jeu d'appareil au sommet du parti dominant, donc du parti en tête. Donc, c'est une affaire d'histoire, c'est une affaire de vécu, c'est une affaire de trajectoire, c'est une affaire, donc, de processus, un processus qui se met en place et qui permet à un peuple d'adopter une culture démocratique, une culture politique qui lui permet d'avancer. Il y a des crises cycliques ou périodiques qui permettent peut-être de changer ou donc de remodeler. En 90, quand on a imposé, tous les gens se sont allés. Chirac a dit ce qu'il avait à dire. On a beaucoup l'injurié parce que nos égos en avaient pris un grand coup. Mais à l'épreuve des faits, nous continuons dans le système. Mais quand vous écoutez, plus d'un an après, le président de la NLC, par exemple, a attaqué les élections, a déclaré, conforme à la Constitution, dont même les organes régionaux, comme la CEDEAO, ont dit que c'est conforme, et on continue de parler. Vous voyez qu'on a un gros problème d'acceptation du principe. Et ça, j'ai pris de tout dernier exemple. Comment vous concevez qu'une Assemblée nationale dans laquelle on a toutes les partis représentés qui votent des lois et qu'on quitte là et que même des érudits professeurs d'université parfois agrégés disent non, c'est des mauvaises lois, il faut les laisser alors que les lois ont été promulguées régulièrement, publiées régulièrement. Et ça pose un problème. Est-ce que nous acceptons vraiment la démocratie? Oui, mais justement, ça m'inspire une question. Est-ce que même le concept de démocratie a une définition universelle? Mais c'est là, avec ces différents exemples que vous avez donnés tout à l'heure, on a parfois du mal à se dire, mais c'est quoi la démocratie? Parce que si ces mêmes cadres aussi viennent dire Robert Mugabe dictateur, par exemple, ou Yahya Jammeh dictateur. Mais c'est quoi un dictateur? C'est quoi un démocrate? Alors que Mugabe a toujours été élu régulièrement lors de ces... En tout cas, selon la constitution zimbabwéenne, si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas eu la certification en 2012, Laurent Gbagbo aurait été
ou en 2011, en 2012, Laurent Gbagbo aurait été élu président de la République et il le serait resté parce que la Cour constitutionnelle ivoirienne l'a dit. Tout comme en 2000, la Cour suprême américaine a dit que Al Gore avait gagné les élections, et George Bush Jr. avait gagné les élections, alors qu'on pensait que c'était Al Gore. Donc, ce n'est pas... À des moments donnés, c'est les institutions qui fonctionnent. Et même pas on a même vu l'exemple de Donald Trump, qui est venu au pouvoir, alors qu'il n'est pas élu par suffrage universel. Là, c'est même le système. Là, c'est même le système américain. Oui. Mais il y a des moments, même au niveau même des systèmes, même au niveau des grands électeurs, il y a des conflits sérieux. Et c'est parfois la Cour suprême américaine qui tranche. Et la Cour suprême américaine est composée comment? C'est parité, c'est le président qui est là, qui norme, au moment où ils sont là ad vitam. Oui. Donc, quand il y a un décès, celui qui est là norme. Ça veut dire que parfois, ça se joue au jeu de la majorité. Et donc, vous voyez, la démocratie a ses contraintes, a ses exigences. Et après le moment où votre processus vous conduit là, vous en acceptez les règles. C'est comme si vous montez sur le terrain de football, vous acceptez toutes les règles. Ici, il n'y a pas de match de football avec un volet africain, un volet, lorsque un penalty, c'est un penalty, un arbitre fait. Donc, lorsque le Parlement africain vote un test, on le regarde d'un œil comme ça, c'est les Africains, ils sont manipulateurs de tests. Alors, donc, laissez les Africains alors garder leur processus et évoluer selon l'esprit. Donc, c'est pour ça que ce que disait Chirac, ce n'était pas que vous n'êtes pas des hommes en part entier, c'est de dire l'affaire est trop complexe. Même en 86, quand il y a eu la cohabitation, quand François Mitterrand a perdu les élections législatives en France, les médias français avaient juré que François Mitterrand ne pouvait pas continuer d'être président de la République parce qu'il avait perdu la légitimité et qu'il devrait démissionner. François Mitterrand a dit que les élections législatives n'étaient pas l'élection présidentielle et que lui désigne, dans l'esprit de la Constitution de France, de la 5e République, il désigne le chef de la majorité et il a désigné Jacques Chirac comme Premier ministre. Ce fut la première cohabitation. Demandez à Jacques à Charles de Gaulle, dans sa tombe, s'il avait prédit, s'il avait pensé, s'il avait rêvé qu'il y aurait une cohabitation et il dirait non. Ce fut une invention. Donc, c'est pour vous dire en clair que oui, Jacques Chirac, c'est un visionnaire. Il a fait une belle lecture. Ce n'était pas, on est africain, on a pris la phrase, on a pris la formule au premier degré. On peut s'élever un tout petit peu et l'analyser dans ses méandres. Dans un pays où les gens sont analphabètes, où ils ont du mal à manger, vous parlez du suffrage universel direct, c'est un peu comme le vote des bêtes sauvages. Tout le monde vote. Quand on vous donne des prébendes, vous prenez, vous votez, et puis après on n'en parle plus. Donc, il faut que, on dit que lorsque vous trébuchez, vous tombez, ne regardez pas là où vous êtes tombé, regardez là où vous avez trébuché. Il faut qu'on fasse le recul, qu'on analyse et qu'au besoin, de toute façon, il y a des pays qui font leur réglage progressivement, sans attendre la mort de Chirac pour faire le point. Donc, l'un dans l'autre, comme je vous l'ai dit, oui, Chirac, il a eu raison. On peut dire non, c'est bon, on dit qu'il a raison. En fait, voilà un peu le contexte. Après, chacun, la polémique, polémique ne va pas s'arrêter. Il y a toujours, vous savez, l'Africain, je me rappelle quand Ségolène Royal a fait une fois, je pense que c'était Royal ou bien c'était Sarkozy à Dakar. Les Africains ont manqué de prendre un rendez-vous avec l'histoire. C'était Sarkozy, ça fait plein de polémiques. Moi, ces formules, on devrait plutôt les prendre. On dit le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proche. Je pense qu'au lieu de s'énerver, de prendre ces formules, de les analyser, de les commenter, de radoter du matin au soir, je pense qu'il s'agit de rentrer de faire un retrait en arrière, un peu, vous savez, nos parents, quand quelque chose les étonne, ils retournent dans leur couvent, un peu à l'arrière-plan de la cour, et ils réfléchissent. On doit méditer un peu ce qui nous arrive et demander mais pourquoi les autres peuvent le faire et pas nous. Pourquoi les autres peuvent inventer leur système et pas nous. Pourquoi les autres peuvent inventer leur mécanisme accepté de tous, qui soit au niveau de l'évolution, sans rien renier au plan universel. Mais on peut adapter. Ça, je pense, je suis de ceux qui le pensent. Et la mort de Chirac me donne l'occasion donc de revenir un peu sur cette question.